Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette info de ce dimanche 25 octobre 2020. Bien entendu, nous allons revenir sur les temps forts qui ont marqué l'actualité de la semaine politique, élections notamment. Et dans ce cadre, nous recevons ce soir M. Bougouma Alassane, chargé de projet au SPONC. Il est là dans le cadre de l'action de la coalition Agir contre les inégalités. Nous l'entendrons tout à l'heure. Nous allons aussi parler de front social, mais aussi de santé, principalement de la COVID-19. Et nous recevrons pour nous le docteur Yacouba Banoro. Il est historien, enseignant-chercheur à l'université Kizerbo. Il viendra nous parler de ce colloque qu'ont organisé les enseignants-chercheurs sur la COVID-19. Tout de suite, retour sur l'actu. L'opposition l'avait réclamé, exigé même à crier à corps l'audit international du fichier électoral. Il a eu lieu, les résultats ont été donnés, pas de révélations notables. C'est un fichier électoral plutôt propre qu'a produit la CENI. Rémi Lambert-Nébier. Le fichier électoral du Burkina Faso présente aussi bien des forces que des faiblesses. C'est la principale conclusion du comité ad hoc d'audit après l'avoir examiné minutieusement durant une semaine. La liste électorale établie ne présente pas de doublons, selon le rapport de l'audit. La CENI a garanti l'unicité de chaque électeur en procédant à un important dédoublonnage des enrôlements multiples, avec 1 425 725 enregistrements identifiés et supprimés sur la totalité de la base de données de 2012 à 2020. Ces opérations ont ainsi permis de garantir le caractère inclusif du fichier électoral burkinabé, qui atteint aujourd'hui 6 490 926 électeurs. L'audit révèle que 329 communes sur 351 participeront au scrutin du 22 novembre prochain. Le processus enclenché par la CENI est également plébiscité de transparent par les auditeurs. La CENI a fait preuve de transparence et de professionnalisme tout au long des opérations de révision et d'audit du fichier électoral, renforçant ainsi la confiance des parties prenantes. Le cadre juridique burkinabé relatif à l'enrôlement des électeurs est cohérent et lisible, avec un code électoral unique, complet et accessible à tous. Le comité d'audit note cependant des failles en matière organisationnelle et juridique. La nature même du système de révision entraîne deux faiblesses majeures. L'accumulation non maîtrisée des électeurs décédés, estimés aujourd'hui dans le fichier électoral entre 280 000 et 320 000 personnes, et l'empilement de données désuètes issues des révisions de 2012, 2014 et 2015. La CENI n'est pas constitutionnalisée. Elle ne dispose donc pas d'un pouvoir réglementaire élargi. De fait, le cadre juridique présente une instabilité récurrente, avec 12 modifications successives du code électoral depuis 2001, dont certaines sont intervenues après les opérations d'enrôlement des électeurs. La CENI n'a pas mis en place un système de conservation numérique des pièces présentées à l'appui de l'enrôlement des électeurs, ne facilitant pas des vérifications ultérieures. Le fichier électoral burkinabé reste donc à parfaire et l'une des recommandations du comité d'audit est de faire recours sur le long terme à la CNIB comme carte d'électeur. Le renforcement des capacités logistiques de la CENI ainsi que des réformes juridiques garantissant son entière indépendance est préconisé par les auditeurs. Pour la majorité présidentielle, les conclusions de cet audit ouvrent la voie à la tenue d'élections transparentes et apaisées. On peut conclure que c'est bon. Et ça, c'était important pour nous, burkinabés, parce que nous avons tous juré, opposition comme majorité, de conjuguer nos efforts pour réaliser une fois de plus, parce que nous l'avons déjà fait en 2015, une élection qui force l'admiration. Quant à l'opposition politique, elle dit se réserver d'une réaction à chaud et s'exprimera lors d'une sortie médiatique ultérieure.
La CENI qui est passée à une autre étape très importante du processus électoral, le positionnement des candidats sur les bulletins de vote. Une sélection qui s'est faite par tirage au sort. Les candidats sont fixés. L'exercice s'est déroulé ce 22 octobre à Jimette-Boy. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, procède ce vendredi 23 octobre au tirage au sort pour le positionnement sur le bulletin de vote des candidats à la présidentielle de novembre prochain. De la première position occupée par Do Pascal Sessouma à la 13e occupée par Claude Emeta Sambedo, tous prennent acte des résultats du tirage. Le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, occupe la 7e place et le candidat de la majorité, Rochma Christian Kaboré, la 9e. Pour nous, c'est une place favorable parce que c'est quand même à l'extrémité et on compte à 3 niveaux en descendant. Pour la candidate Yelika Monique, comme pour bien d'autres, au-delà du positionnement, c'est le projet de société qui fera la différence sur le terrain électoral. C'est la conviction qui compte, c'est le projet de société pertinent que j'ai qui compte. Et je vais présenter ce projet aux électeurs. Et je suis convaincue, à chaque fois que d'ailleurs j'ai présenté mon projet aux électeurs, ils se sont mis de mon côté. Cet exercice pour la CENI est une nécessité du code électoral. C'est la loi qui nous l'impose. Je vous ai cité l'article 75 du code électoral qui fait obligation, parce que sinon, en fonction du vous savez, le positionnement peut être, évidemment, si sur le bulletin, il y a des positionnements qui sont intéressants ou pas. Donc, si ce n'est pas le sort qui le décide, évidemment, si on doit laisser à la bonne volonté de la commission électorale, certains candidats pourraient s'en trouver lésés, tout à fait à raison d'ailleurs. Les candidats ou leurs représentants apposent enfin leur signature sur le spécimen du bulletin de vote, lequel spécimen servira pour la campagne électorale qui s'ouvre dans quelques jours. Voilà, comme vous pouvez le constater, on approche allègrement de la date du 22 novembre prochain, date de l'élection présidentielle et des élections législatives. Les politiques se préparent, mais les organisations de la société civile aussi essaient de jouer leur rôle pour attirer l'attention des électeurs sur l'importance des différents programmes de gouvernement. Et pour cela, nous recevons ce soir M. Bougouma Alassane. Il est chargé de projet au SPONG, mais il est là dans le cadre de la coalition Agir contre les inégalités. M. Bougouma, bonsoir. Bonsoir. Agir contre les inégalités, c'est une coalition d'organisations de la société civile conduite par le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales SPONG, la Confédération paysanne du Faso, CPF, le Ballet citoyen, l'Association des femmes juristes du Burkina Faso. Agir contre les inégalités, c'est quoi? Au-delà de la phrase même. Ok, merci beaucoup. Il faut d'abord dire de quoi nous parlons quand on dit inégalité. Pour nous, nous faisons référence à cette répartition inégale du pouvoir, des ressources, des opportunités entre les différentes couches de la société. Donc, quand on dit inégalité, il faut voir l'abondance pour une minorité, voilà, et l'injustice pour la grande majorité. Donc, pour cela, nous constatons que l'indice de développement humain est réduit de 30%, ce qui classe désormais le Burkina Faso 182e sur 189 pays. D'un constat fait, on remarque également en milieu rural, 68% en matière d'accès de 68% des ruraux ont accès à l'eau potable contre 96% en milieu urbain. Ça, ce qui n'est pas normal. Si nous prenons dans une même ville, dans les zones non loties et les zones loties, on constate également le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est 2 fois supérieur au taux de mortalité des enfants qui vivent dans les zones loties, ce qui également n'est pas normal. Donc, ainsi de suite, par thématique, nous avons constaté ces inégalités-là qui minent un peu la population, qui entraînent des frustrations, qui montent un peu les tensions de part et d'autre, d'où la campagne Agir contre les inégalités pour plaider auprès de ces candidats engagés aux élections pour qu'ils prennent en compte ces inégalités énumérées et agir
contre ces inégalités à travers une série de 10 recommandations que nous ressortons. Par exemple, si dans le secteur de l'éducation, un garçon vivant en milieu urbain, il a 27 fois plus de chances de terminer son éducation qu'une fille qui vit dans le même milieu, ce qui n'est pas normal selon nous. Si nous prenons sur le plan politique, il y a 0% de femmes présidentes aux conseils régionaux. Est-ce que c'est normal? Nous trouvons également que cela n'est pas normal. Et 2% des femmes au niveau des mairies, ce qui également n'est pas normal. Donc cette coalition Agir contre les inégalités qui est composée, comme vous le dites, le SPON, le secrétariat permanent des ONG, la CPF qui est la Confédération paysanne du Faso, le Balai citoyen et l'association des femmes juristes, voilà, au Burkina Faso, nous avons trouvé qu'il était temps, en tant qu'OSC, de plaider, d'influencer ces politiques publiques-là pour qu'ils tiennent compte de ces inégalités dans leurs offres politiques à travers ces 10 séries de recommandations pour agir contre ces inégalités. Alors, on voit que vous êtes dans le concret. Et comment vous faites pour que ce plaidoyer-là puisse arriver dans les oreilles des destinataires? OK, merci bien. Nous avons par exemple fait un plaidoyer. Ce plaidoyer-là, c'est à travers un lobbying tour. Nous avons approché 10 candidats engagés aux élections présidentielles pour leur présenter ce projet, pour les expliquer les inégalités. 10 candidats seulement? Oui, 10 candidats. Et les autres, les 3 autres candidats? C'était sur des critères bien définis. Voilà. Donc, attendez, vous croyez que les 3 autres candidats ne sont pas susceptibles d'être président de la République? Non, nous ne disons pas cela. Ça veut dire qu'il y a eu des critères de choix. Ces critères-là nous ont amenés à retenir 10 candidats. Et s'il arrive que l'un des candidats que vous n'avez pas retenu est élu président de la République? Oui, en tant qu'organisation de la société civile, s'il arrive que l'un des candidats que nous n'avons pas peut-être pu approcher, on peut approcher également quand il sera président pour l'expliquer également les inégalités constatées, puisque c'est à l'issue d'une étude. Nous allons l'expliquer et travailler à faire également ce plaidoyer pour qu'il intègre dans son programme et nous allons l'accompagner voilà, dans la mise en œuvre, comment maintenant il va mettre sa stratégie pour l'effectivité de ces inégalités. Parce que quoi qu'on dise, ces candidats ont besoin aussi de ces données pour tenir compte de cela, pour unir leur population. Alors poursuivez, quelle est l'action que vous avez menée auprès de ces 10 candidats que vous avez sélectionnés? Ok, l'action concrète, c'est le lobbying tour. À travers ces 10 candidats, nous avons fait un tour, les approcher, présenter le projet comme je le disais, voilà, et susciter, demander leur engagement. Ces 10 candidats également, il y a 9 qui se sont engagés, voilà, autour de ces inégalités constatées-là, à travers ces 10 recommandations également que nous proposons pour la réduction de ces inégalités. Ils se sont engagés comment, c'est-à-dire? Voilà, leur engagement, ça s'est tenu par exemple le 25 septembre au CIAO. Ces candidats sont venus signer officiellement pour dire qu'ils s'engagent quand ils seront présidents du Burkina Faso au sortir des élections du 22 novembre. D'abord à intégrer ces inégalités constatées dans leur programme de gouvernance à travers ces 10 recommandations également que la société civile a pu énumérer. Voilà. Suite à cela, ils ont signé la signature officielle le 25 septembre au CIAO pour dire qu'ils s'engagent autour de ça. C'est-à-dire qu'ils s'engagent à prendre en compte toutes ces statistiques que vous avez fait autour des inégalités dans les programmes de gouvernement. C'est ça. Et comment est-ce que vous vous y prenez pour éviter que ces engagements ne soient juste une simple formalité? Voilà, pour éviter que ce ne soit qu'une simple formalité, nous avons par exemple mis en place un comité de suivi. Voilà, ce comité de suivi-là va travailler d'abord sur le programme de chaque candidat engagé. Les 10 candidats, bien sûr, que nous faisons toujours allusion. Et même, d'ailleurs, ces 3 qui n'ont pas, peut-être que nous n'avons pas approché, va travailler à décortiquer le programme de chaque candidat. À l'issue de cela, nous allons noter ces candidats pour dire c'est quel candidat qui prend plus en compte les inégalités énumérées par la société civile et les 10 recommandations pour réduire ces inégalités. Donc, et inciter également la population, voilà le candidat qui incarne plus votre préoccupation. Voilà, c'est ce candidat-là. Donc c'est pour dire grosso modo, il y a un site qui est là. Voilà, quand nous allons travailler sur le programme, le partager,
le contenu de ce programme-là, nous allons l'oser dans le site également et nous allons attribuer des notes à chaque candidat pour dire voilà le candidat qui incarne plus notre préoccupation et encourager le grand public à voter ce candidat. Un site internet? Oui, un site internet. C'est-à-dire que quand les candidats vont rendre public leur programme de gouvernement, oui, vous allez faire un travail de vérification pour voir si les inégalités ont été prises en charge dans ces programmes de gouvernement et vous notez chaque candidat que vous mettez sur votre site internet, oui, et vous demandez au public d'aller consulter pour savoir quel candidat il faut choisir. Oui, c'est comme ça que nous allons faire. Mais au-delà d'aller consulter également, nous avons ces sessions de formation et de sensibilisation grand public pour effectivement, pour ceux, par exemple, qui n'ont pas accès ou bien qui n'ont pas accès à l'Internet, pour qu'on puisse les dire ouvertement à travers ces sessions de formation-là et de sensibilisation et les conférences de presse également. Voici le candidat vraiment qui incarne votre préoccupation. Parmi les 10 candidats que vous avez sélectionnés, certains vous ont quand même convaincu plus que d'autres? Pour le moment, vous avez eu des oreilles attentives. Non, je ne vous demande pas de citer de noms, on ne va pas faire ça ici ce soir. Vous avez des oreilles attentives. Est-ce qu'ils étaient quand même, ils vous écoutaient? Oui, certains... Vous savez que nous sommes en période électorale. Hein. C'est ça. Certains candidats quand même ont reconnu ces inégalités-là comme étant un problème au Burkina Faso. Et nous disons, si ces candidats sont venus vraiment faire la signature, c'est que vraiment ils approuvent le contenu de notre projet de manifeste. Ils sont d'accord avec ces inégalités énumérées et ils sont également d'accord avec les recommandations faites pour réduire ces inégalités. Vous savez que ce que vous faites est très important, mais il n'est pas différent des promesses de campagne. C'est-à-dire que les candidats peuvent vous promettre de prendre en charge et de prendre en compte vos propositions dans les programmes de gouvernement, l'écrit noir sur blanc, et puis après, une fois qu'ils sont élus, eh bien, ils font ce qu'ils veulent. Est-ce que vous avez prévu un mécanisme de contrôle, de vérification qui pourrait permettre quand même d'essayer de les contraindre, entre griffes, à prendre en compte vos propositions? Nous, en tant qu'OSC, notre rôle d'abord, c'est d'influencer ces politiques publiques. Une fois qu'il intègre nos préoccupations dans son programme, quand il sera au pouvoir, nous allons répartir pour voir également ce candidat-là, ou bien le futur président, comment nous allons s'y prendre pour opérationnaliser l'engagement du président. On s'est dit également, si vous avez été voté sur la base du programme, si vous venez au pouvoir, vous ne pouvez que mettre en effectivité votre programme. Si vous voulez travailler hors votre programme, c'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident, voilà. D'où vraiment la nécessité de cette de l'association. De promesses, de campagnes qui sont restées lettres mortes pendant 5 ans dans plusieurs pays, au cours de plusieurs mandats. C'est monnaie courante en Afrique, vous le savez, et même partout dans le monde. Oui, effectivement, nous sommes d'accord avec ça aussi, mais nous allons jouer notre rôle, voilà, tout en espérant que le candidat vraiment qui s'est engagé, voilà, ce n'est pas une parole d'évangile, mais nous allons quand même travailler à ce qu'il mette ça en application. Vous venez de dire un mot très important, vous allez jouer votre rôle d'organisation de la société civile. C'est ça. Et c'est cela, c'est sur ce plan-là que les populations vous attendent, parce que vous savez que très souvent, les organisations de la société civile, je parle du Burkina, de nombreuses, pas toutes, mais de nombreuses organisations de la société civile, se sont transformées pratiquement en partis politiques. Il n'y a plus cette action d'éveil, on est toujours dans les dénonciations politiques, on s'intéresse aux choses politiques, même pas aux choses sociales, ce qui touche les populations. C'est dommage et nous espérons que peut-être, cette fois-ci, les organisations de la société civile vont jouer leur rôle et ne vont pas être des micro-partis politiques, parfois manipulés par des partis à gauche et à droite. Oui, il faut dire que chacun fait... L'organisation de la société civile est faite de telle sorte que il faut aussi faire la part des choses. Je m'excuse, mais il faut faire la part des choses. Oui, bien sûr. Autant qu'il y a de ces organisations de la société civile qui sont plus ou moins politisées, il y a également ces organisations de la société civile qui restent dans leur rôle de veille et de contrôle des politiques publiques. Et cette coalition-là se veut être cette organisation de la société civile qui reste dans le rôle de la veille et le contrôle citoyen, ainsi que l'interpellation des politiques publiques. Il y a certaines organisations de la société civile dans votre coalition qu'on n'a pas trop entendues durant le quinquennat de Roch Marc Christian Kaboré. Exemple? Le ballet citoyen.
Bon, moi, je ne vais pas peut-être me prononcer au nom du Balai citoyen, mais il faut dire que cette coalition-là, le Balai citoyen fait partie, et le Balai citoyen est en train de se faire entendre à travers les conférences de presse à ce qui concerne la campagne Agir contre les inégalités. Maintenant, ils ne se sont pas fait sentir du régime de Roch, là, du président en exercice. Bon, moi, je ne parce que il y a beaucoup de problèmes sociaux. Au lieu de parler politique, il y a des problèmes sociaux. Il y a le droit au logement, les histoires de lotissement, des terres, et la défense il y a tellement de problèmes. La santé, les hôpitaux, l'éducation, la consommation, les droits des consommateurs. Il y a beaucoup de choses qui se font et on n'entend pas sur ces questions importantes les organisations de la société civile qui sont parfois un peu trop politisées. Vous savez, nous sommes journalistes, nous avons fait tellement de reportages où à un moment donné on se rend compte que c'est des bras des partis politiques. Oui, je me répète. Il faut que les organisations de la société civile retrouvent leur rôle premier. Leur rôle premier. Voilà. Et effectivement, les organisations de la société civile, certaines organisations de la société civile restent toujours dans leur rôle premier. Ça, vous pouvez le constater. Bien sûr, bien sûr. Et cette campagne d'agir contre les inégalités, ça va dans ce sens. Par exemple, tout ce que vous venez de citer là, c'est ça. Nous faisons cette campagne d'agir contre les inégalités. Les logements sociaux. Quand j'ai pris l'exemple sur l'eau, où on constate que 68% des ruraux ont accès à l'eau potable, par contre, contre 96% en milieu urbain, ce qui n'est pas normal. Absolument. Si je prends par exemple le taux de mortalité dont j'ai fait cas également, où on constate que les enfants de moins de 5 ans dans les zones non loties, toujours à Ouagadougou ou bien dans les grandes villes, dans les zones non loties, ont deux fois des chances de mourir par rapport dans les zones loties, ce qui n'est pas normal également. Ou si on prend au côté politique, où les femmes ne sont pas représentées, pourtant ce sont ces braves femmes-là que nous encourageons, nous poussons pour aller porter leur voix, pour que nous soyons un jour présidents de ce façon-là. Donc ce qui également n'est pas normal. Donc tous ces problèmes sociaux-là, nous les mettons dans cette campagne, agir contre les inégalités, mais comme nous ne pouvons pas aborder toutes les thématiques, nous avons abordé un certain nombre de thématiques. Absolument. Pour faire cas de ces inégalités et 10 recommandations pour qu'ils prennent en compte pour réduire ces inégalités également. Quel message avez-vous à l'endroit du grand public pour terminer? Le grand public, nous leur disons que leur voix doit servir à la réduction des inégalités, ce soir, à la réduction des inégalités au Burkina. Désormais, nous les conseillons ou bien nous les encourageons à ne plus voter juste pour voter un candidat, mais voter en fonction du programme du candidat, voter en fonction du candidat qui se préoccupe de sa population et voter en fonction vraiment du candidat qui va incarner ces inégalités que la société civile a pu énumérer à travers ces 10 séries de recommandations. Merci, M. Bougouma Alassane. Je précise que vous étiez là dans le cadre du projet Agir Ensemble, la coalition Agir Ensemble contre les inégalités. Voilà, une action que vous menez auprès des candidats à l'élection présidentielle pour les amener à prendre en compte la lutte contre ces inégalités-là qu'on observe peut-être trop souvent au sein de la population. Merci d'être venu. On espère que votre message est passé auprès des organisations de la société civile elle-même, auprès des candidats et auprès de la population. Merci. L'actualité de cette semaine a été également marquée par cette nouvelle sortie du Synatic contre le patron de son département ministériel. Le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture dénonce des affectations jugées arbitraires de ses membres destinées à casser la lutte syndicale. Archimède Boy. Le Synatic, syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture, n'est pas content du ministre en charge de la communication. Il dénonce ce qu'il qualifie d'affectations arbitraires visant à liquider l'organisation syndicale qui revendique de meilleures conditions de vie et de travail. 370 agents ont été affectés il y a 7 mois dans divers services de l'administration publique. Ce mois d'octobre, ce sont 26 agents qui font l'objet d'une réaffectation dans des communes rurales, alors que ces derniers étaient précédemment affectés dans des directions régionales et départementales de la communication. Cet énième mouvement de personnel est inacceptable pour le Synatic. On veut s'acharner maintenant sur les éléments les plus combatifs pour qu'il n'y ait plus de lutte, de revendication dans les médias publics. C'est ça la première intention et le premier objectif visé. Et nous n'allons jamais accepter cela. Voilà. On doit réintégrer
tout le monde, dans la mesure où les études même ont suggéré un renforcement du personnel. Et les exemples ne manquent pas pour étayer ce déficit de personnel dans les médias publics. Aujourd'hui, vous avez à citoyens qui ne sont pas plus de 15 à la rédaction. Quand vous imaginez le nombre de reportages qu'il y a par jour pour ces agents-là, et vous êtes 15, et vous vous retrouvez à prendre maintenant les stagiaires et à les programmer pour aller au reportage. Or, vous savez tous que le stagiaire ne peut pas signer un papier. On est obligé, le stagiaire est obligé d'aller recueillir et de revenir encore. Et c'est les mêmes encore qui étaient partis à d'autres reportages qui vont encore traiter cet élément. Et il n'y a pas que ça. Si vous avez remarqué, effectivement, souvent vous constatez qu'il y a des coupures à la télévision. En plein journal, vous remarquez qu'il y a un autre élément qui passe comme ça. Mais ne soyez pas étonnés, ce n'est pas un mouvement d'humeur de la part des agents. Hein. Pas du tout. C'est le matériel qui est devenu tellement vétuste qu'il saute tout seul. Et vous êtes assis, effectivement, le technicien est assis, il comprend rien, les trucs sautent tout seul. Voilà. Ou bien on a confié une tâche à quelqu'un qui n'est pas qualifié pour effectuer la tâche, tout simplement, parce qu'il n'est pas. C'est-à-dire qu'il a une autre qualification. Si le Synatic dit être disposé au dialogue, il n'est cependant pas question pour lui d'abandonner ses camarades affectés hors des médias publics. Le syndicat appelle également le gouvernement à la finalisation des négociations engagées depuis le 30 octobre 2019 autour du statut dérogatoire. Toujours sur le front social, c'est par milliers qu'elles se sont mobilisées pour réclamer de meilleurs logements. Répondant à l'appel de la coalition des associations pour la défense du droit au logement, de nombreuses femmes des quartiers non lotis ont battu le pavé, direction l'Assemblée nationale. Arsène Konitamde. Venues des différents arrondissements de Ouagadougou, ces femmes sorties nombreuses débutent le marche à la Bourse du travail de Ouagadougou en direction de l'Assemblée nationale. Balais et spatules en main, ces femmes des quartiers non lotis de Ouagadougou exigent un logement. Aux portes de l'Assemblée nationale, elles sont accueillies par la secrétaire générale de l'institution. Le président n'a pas pu être là pour vous recevoir personnellement. Mais il m'a chargé de vous recevoir, de récupérer votre lettre. Soyez rassurés que cette lettre va lui parvenir avec tous les honneurs que ça revêt. Et ne vous inquiétez pas pour cela. Le président est au courant de ça. Nous sommes ici pour nos parcelles. Nous n'avons pas de logement où dormir. Nous avons trop de problèmes. Le ciment coûte extrêmement cher et nous avons donc du mal à nous loger. Dans nos quartiers, il n'y a ni école, ni centre de santé. C'est pour cela que les femmes sont mobilisées. Avec ces balais et spatules en l'air, nous disons que si nous n'avons pas gain de cause, nous allons passer à une autre étape. Ces femmes dénoncent aussi une surenchère des parcelles de terre qui ne leur permet pas d'acquérir des logements décents. Pour elles, l'Assemblée nationale doit légiférer de sorte à garantir l'accès au logement à tous. Les riches nous rendent la vie difficile. Nous sommes brimés. Nous nous retrouvons régulièrement devant la justice et nous n'avons jamais raison. C'est pour cela que nous sommes ici pour demander qu'on mette à plat toutes ces lois injustes. Ces lois comme celles qui encadrent la promotion immobilière nous empêchent d'avoir des logements. Ces femmes disent être déterminées à aller au bout de leur lutte. Elles espèrent que les députés issus des prochaines élections traiteront leur dossier avec la célérité qui sied. Dans l'actualité de cette semaine également, ce véritable SOS lancé par les habitants de la commune de Bingo, province de Boulkiemde, en cause un pont reliant deux localités, un ouvrage qui n'existe que de nom. Pire, il est à la base de beaucoup de malheurs et de drames depuis plusieurs années. Eh bien, une de nos équipes s'est rendue sur place, son constat et les explications de la population au bord de la résignation. Alexis Belem Naba. Bingo, dans la province du Boulkiemde, est l'une des communes traversées par un affluent de la Volta Blanche. Kwanga et Silgo sont coupés en deux par cet affluent.
Le seul pont bâti depuis les indépendances sert d'unique voie de communication entre les populations d'une dizaine de villages. Cet ouvrage de franchissement est lui aussi en état de détérioration avancée. Chaque année, ces villages environnants enregistrent des pertes en vie humaine. Ce pont est un tueur silencieux. Personne n'en parle. Chaque année, il y a des vies humaines que ce pont fauche. Je vais dire que quand je dis ce pont, l'eau emporte. Et si vous voyez, nous avons fait la ronde, il y a beaucoup de tombes, on ne peut pas vous montrer. Il y a l'une des dernières drames qui s'est passée ici, c'était la femme enceinte et son enfant qui partaient dans son village. Ça touchait tout le monde. On a pu identifier plus de 9 tombes. Et il y a des tombes qui sont enfouies. Il y a des personnes qui ont perdu la vie, qui ne sont même pas de ce village, en traversant pour aller peut-être à Koudougou, qui ont perdu la vie. Les villageois sont obligés de les inhumer. Et vous voyez ce qu'on appelle la tombe inconnue. Il y en a partout dans cette brousse. Les produits pastoraux, agricoles et maraîchers éprouvent également des difficultés d'écoulement par ce manque de voies de communication. Les secteurs éducatifs et sanitaires aussi ne sont pas épargnés. Lorsqu'il y a une grande pluie, aucun élève ne peut aller à l'école. Ils sont obligés de monter sur les rails. Et sur les rails là-bas, s'il y a le train, c'est un drame. Il y a une des tombes que nous vous avons montrées, c'est un vieux qui était sur les rails qui est parti dans l'eau. Et le train, vous savez que le train n'a pas de frein, il n'a pas de feu rouge pour s'arrêter. Et vous voyez, vous-même, vous avez vu beaucoup de nombre d'élèves qui traversent. Si toutes ces personnes-là doivent rester 2 semaines sans aller à l'école, c'est une année scolaire c'est un échec. Et puis, on peut dire encore, l'activité économique, lorsque le pont est inondé, il n'y a plus rien. Aucun commerçant ne peut vendre quelque chose, personne ne peut quitter à Poix pour venir. Nous aussi, nous ne pouvons pas quitter ici pour aller à Poix ni à Koudougou. Malgré une tentative de la communauté catholique et celle des autorités coutumières de donner une chance aux riverains de mener les activités de trafic commercial, celle-ci demeure insuffisante. L'arrangement de ce pont, ça a eu l'aide avec la communauté catholique, un des chefs coutumiers, chefs traditionnels d'un village voisin. Et les gens se sont aidés avec du sable, du gravier et ils les ont aidés avec du ciment pour qu'on puisse rebâtir, disons, raccommoder. Puisque je sais, s'il y a une grande pluie encore, si vous venez, vous allez dire que non, ce n'est pas possible, tout va partir. Et je passe pour remercier vraiment la communauté catholique, le chef de Tanguin, qui ont mis la main à la poche pour que cette petite initiative puisse avoir lieu. Mais c'est encore, comme on dit, c'est en attendant. C'est donc un ouvrage de fortune. Un appel est lancé au gouvernement afin de trouver des solutions pour apaiser la souffrance de cette population de la commune de Bingo, dont une dizaine de villages sont coupés du reste des villes environnantes. Le secteur des transports, vous le savez, a encore fait parler de lui. Une grève des chauffeurs routiers de plusieurs jours avec de nombreuses conséquences. Et comme vous le savez, à chaque frémissement des chauffeurs routiers, on constate dans tous les pays, notamment à Ouagadougou, une pénurie de carburant. Faible affluence dans les stations d'essence au 19 octobre. Le précieux liquide se fait rare dans la capitale burkinabé. Souleymane Zoundi, à la recherche du carburant, se dit épuisé et découragé. Depuis le quartier Pissi où il a quitté, point d'essence super pour le réservoir de sa moto. Nombreux sont ces Ouagalais qui sont dans le même calvaire. Au niveau des carburants, nous ne savons pas comment faire parce que ça nous fatigue dans tous les 2 jours là. C'est un an seulement l'essence m'a lâché et puis je tourne pour chercher le carburant. Depuis longtemps, je n'ai pas encore eu. Bon, j'ai fait au moins 3 stations. C'est ma 4e station qui est ici. Il n'y a pas de carburant. Malheureusement, dans les stations, seul le gasoil est disponible. Certains font recours à l'essence vendue dans les bouteilles, mais à quel prix? Et bon, on espère que cette grève va finir. Parce que même les profs là, même, ils ont besoin d'essence. J'ai croisé mon professeur même qui cherchait de l'essence. J'ai payé le litre à 800. Il n'y a même pas de carburant, tout ça. Et puis c'est devenu cher. Du coup, on paye à 800. On paye à 800 francs, donc c'est très cher. Voilà, j'ai quitté depuis Karpala pour venir chercher le carburant ici à Wemtenga. Voilà, il y a une distance. Bon, on est venu pour acheter le carburant. Le véhicule est garé depuis un moment. Ça fait 35 minutes qu'on est là. Bon, il est parti chercher le carburant, il n'est pas encore arrivé. 1000 francs le litre. Un désagrément non seulement pour les usagers, mais aussi pour les gérants de station. Depuis hier, vous constatez vous-même la pénurie d'essence qui s'oppose actuellement. Le travail,
avec le stock qu'on avait, on a tout liquidé. Maintenant, ce qui reste actuellement, c'est que du gasoil qu'on livre à quelques clients qui est là. Bon. Sinon, pas grand-chose. C'est que si on attend d'ici la soirée, là, après, voir ce qui va se passer. Des responsables de l'UCRB, l'Union des chauffeurs routiers du Burkina, que nous avons joint au téléphone, disent avoir obtenu gain de cause après des négociations avec leur ministre de tutelle. Alors bientôt, cette pénurie de carburant devrait prendre fin. Santé, la COVID-19, vous le savez, n'est pas encore finie. En témoigne la recrudescence des cas de contamination en Europe. L'Afrique s'attire un peu mieux, mais il faut rester vigilant au Burkina Faso. On continue chaque jour de faire le point sur les cas de contamination et les guérisons. Voici le point du 23 octobre dernier. L'harmattan s'installe progressivement au Burkina Faso et cette période est propice au développement des maladies respiratoires, notamment la COVID-19. Selon le coordonnateur du comité sectoriel santé, il faut être encore plus vigilant. Les populations doivent renouer avec les mesures barrières, port du masque, distanciation physique et toutes celles visant à freiner l'évolution de la pandémie. Quand vous prenez octobre jusqu'en février-mars, les infections respiratoires, les toux, les bronchites, les rhumes, il y a une augmentation. Et comme Covid, c'est une maladie respiratoire, on peut se dire que les facteurs climatiques sont en faveur donc, de ce qu'en tout cas on observe une évolution, en tout cas en termes de hausse du nombre de cas, parce que pendant cette période, il y a un vent sec qui souffle, qui assèche les muqueuses et qui fragilise les muqueuses. Et donc, on pourrait assister effectivement à une augmentation du nombre de cas. La campagne électorale pour le double scrutin du 22 novembre s'ouvre dans quelques jours. C'est une période de grand rassemblement et les autorités sanitaires veulent tout mettre en œuvre pour minimiser les risques. C'est le produit donc des directives qui vont encadrer effectivement la couverture sanitaire des différents regroupements et qui seront donc produits donc à tous les candidats. Et bien sûr, cela nécessite également l'engagement de tous, parce que ce sont des directives, mais les directives pour être appliquées nécessitent l'engagement de tous. Sinon, effectivement, ça sera effectivement difficile, ça va rester, en tout cas en termes de lettres mortes. Et nous appelons toujours les différents acteurs, en tout cas à respecter les différentes directives. Les autorités sanitaires planchent également sur un plan d'approvisionnement en intrants de laboratoire sur une année. Une stratégie qui vise à mettre le Burkina Faso à l'abri de toute rupture d'intrants utilisés dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Comme on le sait, on a eu des moments où nous avons eu des tensions de stock liées effectivement à la situation internationale où vous savez que au niveau donc, des pays du Nord, la maladie est en train de remonter. Donc les besoins se font croissants. Et comme nous avons eu des difficultés donc, dans le passé, malgré donc toutes les dispositions que la CAMEG a eu à prendre, nous avons élaboré donc un plan d'approvisionnement d'urgence sur un an, ce qui nous permettra donc d'anticiper sur d'éventuelles ruptures. Environ 50 000 personnes sont entrées ou sorties du Burkina Faso depuis la réouverture des frontières aériennes. Un flux important que le comité sectoriel santé dit suivre avec grand intérêt. Des efforts sont également en cours pour renforcer la surveillance à ce point d'entrée prioritaire en attendant la réouverture des frontières terrestres. Voilà, et c'est le moment pour nous de recevoir notre dernier invité de ce soir, Dr Yacouba Baoro. Vous êtes historien, enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo. Alors, vous faites partie d'un certain nombre de scientifiques qui avaient fait un colloque dernièrement, un colloque qui fait suite à un ensemble de recherches que vous avez menées sur la COVID-19. Vos travaux ont contribué à quoi concrètement? Bon, pour dire exactement ce que nous avons fait, vous savez qu'avec la pandémie de COVID-19, le gouvernement a eu à prendre un certain nombre de mesures et que l'enseignement et la recherche ont également été impliqués dans des travaux de recherche pour accompagner justement ces différentes mesures-là. Et donc pour nous, il s'agissait, puisque dans la mesure où les enseignants-chercheurs, les enseignants hospitalo-universitaires, et les enseignants hospitalo-universitaires, il faut dire, sont sur la première ligne, sont engagés dans la lutte et la recherche en même temps contre la COVID-19.
c'était justement pour tous les chercheurs, justement, des réseaux, des familles scientifiques comme les sciences sociales, les sciences médicales et biologiques, et également sciences de la vie et de la terre. Donc c'était de voir qu'est-ce qui a pu être fait en termes de recherche et comment on peut justement apprécier les résultats qui ont été atteints et quel enseignement on peut tirer justement de l'ensemble de ces recherches-là. Et donc, il y a eu le colloque du 22 au 23, donc les 22 et 23 octobre, et des centaines d'enseignants-chercheurs, d'étudiants, de gens de la société civile se sont retrouvés à l'université Joseph Kizerbo pour échanger justement sur les travaux déjà menés et recevoir les regards croisés des autres scientifiques des disciplines différentes. Donc c'est pourquoi on parle de regards croisés. Donc dans la mesure où il s'agit de bien faire le travail, et donc ce qui a été fait a été présenté et les gens ont exercé leur droit de critique et de commentaire, d'appréciation justement de l'ensemble des travaux qui ont été présentés. Donc au total, nous avons eu à peu près 75 conférences, donc 4 conférences introductives, et il y a eu à peu près 71 communications orales de différentes familles de sciences à ce colloque-là. C'est donc un travail scientifique très important, un travail pluridisciplinaire. Oui. En synthèse, est-ce qu'il y a eu des grandes lignes de convergence à partir de ces différentes branches scientifiques-là en ce qui concerne la lutte contre la COVID-19? Il faut dire qu'il y a eu de nombreux sujets qui ont été présentés. J'ai un livre devant moi ici que vous pourrez feuilleter, de 71 communications orales et 4 grandes conférences. Et ce qui est important, c'est que nous avons constaté que justement cette volonté de l'interdisciplinarité s'est manifestée à ce colloque-là. Donc il y avait beaucoup de gens qui étaient là et il y avait des gens également qui ont suivi le colloque en ligne, donc sur Zoom, dans d'autres pays du monde. Et donc les échanges ont été suffisamment fructueux. Et donc nous pouvons dire que nous sommes quand même satisfaits non seulement du nombre de présentations qui ont été faites, et également de la qualité justement de ces différents travaux-là. Et ce qui est à souhaiter, c'est que les gens puissent continuer leur recherche et justement, nous allons publier les actes de ce colloque-là sous forme d'ouvrage et les uns et les autres auront la possibilité de voir tout ce qui a été présenté et corrigé, amendé, et justement, d'autres pourront utiliser pour améliorer leurs travaux. La question que je pose, ce soir, c'est qu'à la fin de ce colloque, est-ce qu'il y a eu des grandes lignes, c'est-à-dire quand même des points importants sur lesquels le colloque a insisté, peut-être sur le plan social, sur le plan médical, sur le plan biologique, peut-être quelques grandes lignes, des choses qu'il va falloir peut-être mettre en place pour mettre sur les rampes de lancement la lutte contre la COVID-19 en fonction de nos moyens endogènes. Il y a eu un rapport général et ce n'est pas encore terminé. On est encore à la rédaction de ce rapport général et où il y a un certain nombre de lignes qui ont été dégagées. Et ce que nous pouvons dire dès à présent, c'est qu'il y a des difficultés au niveau des médecins, par exemple. Nous avons vu qu'à travers la conférence inaugurale du professeur Sempouré, que les médecins sont confrontés à des questions d'éthique. Donc, nous avons vu des difficultés ailleurs, notamment en Italie, en France. S'il y a des malades, par exemple, qu'est-ce qu'il faut prioriser dans ce cas, justement, où il y a de nombreux
malades. Donc il y a plusieurs facteurs qu'il faut prendre en compte. Donc il faut continuer à échanger sur ces questions-là pour que justement les gens soient suffisamment équipés d'informations, de connaissances pour pouvoir appliquer justement leurs décisions. Donc il y a également des questions sur la modélisation mathématique. Nous avons vu avec la présentation du professeur Blaise Soumé qu'il y a des mathématiciens qui sont justement au travail et qui aident à faire justement des prévisions pour l'évolution de l'épidémie. Statistiques, oui, pour l'évolution et qui peuvent aider justement à prévoir justement ce qui peut arriver. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais à prévoir ce qui peut arriver et à prendre justement les mesures idoines pour justement qu'on puisse agir à temps quand il y a des difficultés. Donc il y a beaucoup de lignes. Le docteur Bikawa, que vous avez présenté tout de suite, il était également là. Il a fait une grande conférence introductive et il a présenté le bilan du travail et il a montré comment, justement, dans cette lancée-là, il faut intégrer la lutte contre la COVID-19 dans le système sanitaire normal à cause justement de l'évolution actuellement de deux systèmes différents. Parallèles. Voilà. Et comme il faut apprendre peut-être à vivre, si on ne trouve pas de vaccin immédiatement, pour justement vacciner les gens, il faudra apprendre à vivre avec cette maladie. Et donc, il faut que le centre médical qui se trouve dans n'importe quel village puisse être suffisamment équipé de connaissances et justement de moyens pour pouvoir affronter les situations qui vont venir. Souhaitons bien sûr que ça n'arrive pas, mais au cas où ça arriverait, il faut pouvoir agir là-dessus. Alors vous, docteur Kouba, vous êtes historien et enseignant-chercheur. La première question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qu'un historien vient faire dans une affaire d'épidémie et de lutte contre la maladie? C'est un peu curieux de savoir votre réponse. C'est curieux, c'est normal, parce que moi, personnellement, je m'occupe de questions de santé dans mes recherches. Et vous avez pu lire peut-être, je ne sais pas moi, dans le faso.net ou bien dans le pays, certaines de mes interventions sur les questions de santé. Disons que nous sommes des historiens et nous sommes amenés à étudier des questions du passé. Absolument. Voilà. Donc, qui dit préparer justement l'avenir ou résoudre des problèmes présents, ça veut dire qu'il faut avoir un capital de savoir dans tous les domaines, y compris dans le domaine de la santé, et pour pouvoir prendre des décisions. Par exemple, une maladie comme la COVID-19, est-ce qu'il y a eu des maladies similaires dans l'histoire du Burkina Faso, dans l'histoire de l'humanité, desquelles on peut tirer justement des leçons de la lutte pour nous équiper, pour pouvoir confronter cette maladie actuellement. Donc ça, c'est un exemple. Il y a plein d'autres situations, que ce soit en termes de système sanitaire, en termes d'histoire des maladies ou d'histoire de la médecine. Alors, on fait de la recherche et pour pouvoir faire des publications et les mettre à la disposition de ceux qui peuvent les utiliser ou qui veulent les utiliser, parce que ça peut apporter des informations assez importantes pour résoudre des questions actuelles et éventuellement même les prévisions pour les mois à venir ou les années à venir. Et alors, l'histoire est toujours utile parce que c'est à partir justement de ce qui s'est passé qu'on peut essayer de faire des modélisations aussi pour pouvoir répondre au présent. Justement, vous parlez de mise à disposition, les résultats de ce colloque et de ces recherches, vous les mettez à la disposition de qui? Nous les mettons à la disposition de tout le monde. Disons que quand les actes sont publiés, alors ceux qui ont participé au colloque vont avoir des documents, donc les résultats sous forme d'ouvrages. Les autorités politiques vont recevoir ces ouvrages. Les associations de la société civile vont avoir ces ouvrages. Certains pourront les avoir peut-être à partir oui. Mais c'est quoi la primauté parmi toutes ces cibles, votre primauté? C'est-à-dire à qui est-ce que ces résultats sont destinés premièrement?
Vous prenez des décisions peut-être? Ce sont tous ceux qui prennent des décisions concernant cette maladie sont interpellés par rapport à toutes les communications et à tous les commentaires qui ont été faits pour pouvoir améliorer les décisions prises. Ce n'est pas à dire que ce n'est pas les décideurs politiques, ça s'adresse bien sûr aux décideurs politiques en premier lieu, ça s'adresse également aux chercheurs pour justement avoir plus de connaissances et améliorer leurs recherches. Ça s'adresse aussi à tous les décideurs qui sont dans d'autres organisations et pour justement qu'ils puissent prendre en compte la situation du Burkina Faso à travers justement tous ces résultats qui vont être mis à la disposition. C'est aussi tous ceux qui peuvent exploiter justement ces genres d'informations pour la sensibilisation du grand public et tout ça. Mais vous savez qu'en dernier ressort, la décision revient aux décideurs, aux preneurs des décisions. Est-ce que vous pensez que nos autorités vont consulter et que ça va avoir un impact sur la lutte contre la COVID-19 dans les jours, les semaines, voire peut-être les jours, peut-être c'est trop tôt, les mois à venir? J'espère. Je ne peux pas répondre. Vous n'êtes pas trop optimiste apparemment? Non, je suis optimiste quand même. Vous êtes enseignant-chercheur, ça veut dire que vous avez déjà produit beaucoup d'ouvrages, peut-être qu'ils sont restés dans les tiroirs, et c'est ce qui vous fait douter un peu? Non, je suis assez optimiste parce que, bon, il faut dire que ce colloque a été patronné par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et donc, vous savez, ce n'est pas la première fois que oui. les ministres eux-mêmes organisent des colloques, des réunions, on fait des rapports, mais après ces rapports restent dans les tiroirs. Vous savez, il y en a tellement d'exemples, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. C'est exact, mais nous faisons notre travail. Absolument. Notre travail d'enseignants-chercheurs, de production de savoir, et des savoirs peuvent être utilisés pour améliorer justement les pratiques. Et nous espérons que justement ces savoirs-là vont être utilisés pour influencer les décisions de manière positive et que cela se reflète également sur la santé de la population. Absolument. Ouais. Ok, merci bien, Dr Yacouba Banoro. Vous êtes historien, enseignant-chercheur à l'Université Joseph Kizerbo. Vous êtes là dans le cadre du colloque sur la COVID-19. Vous avez dit qu'il s'est tenu les 22-23 octobre, oui. 2 jours de colloque pour essayer de mettre en synthèse tous les travaux qui ont été faits. Vous avez produit un livre. Là, c'est le livre des résumés. Ce n'est pas encore... le résumé total, c'est le résumé d'abord. Après, il va y avoir le rapport qui va sortir. Mais le livre est déjà là. On peut déjà consulter le livre. Hein. Non, ça, c'est le livre est là. Ce livre des résumés est là. Il a été distribué à tous les participants au colloque qui l'ont. Et maintenant, il y a un autre travail, une deuxième étape qui va se mettre en œuvre, c'est-à-dire l'instruction, justement, la prise en compte des critiques qui ont été faites justement au colloque, la prise en compte de ces critiques. Et justement, on peut le consulter déjà, ce livre? Ce livre, oui, on peut le consulter, il n'y a aucun problème. C'est écrit dessus, thème, réagir à la pandémie de la COVID-19 au Burkina Faso, contribution croisée de 3 réseaux d'enseignants-chercheurs, mathématiques, sciences médicales et biologiques, sciences humaines et sciences sociales. Merci, Dr Yacouba Banoro. Ceux qui veulent consulter ces livres, ils font comment? Bon, il faut dire qu'on ne l'a pas produit en trop grand nombre, on l'a produit pour les besoins de ce colloque-là. Je ne peux pas garantir qu'on peut l'avoir immédiatement auprès de nos services. Donc, il faut prendre des renseignements. Il faut prendre des renseignements. En attendant que le document total soit à disposition. Oui. Merci, Dr Yacouba Banoro, merci d'être venu. Donc c'est moi qui vous remercie. Merci de m'avoir reçu. Je vous en prie d'être donné toutes ces informations sur la lutte contre la COVID-19. Pour le moment, vous avez insisté, et c'est même marqué sur le livre, respecter les gestes barrières en attendant qu'on trouve très important. Peut-être un vaccin. Restez avec nous, nous allons terminer ensemble cette info de ce 25 octobre. Nous allons parler de culture, nous allons parler de journalisme. La 23e nuit des Galians, la nuit qui récompense les œuvres journalistiques. Pour l'édition 2020, le palmarès est connu et sachez que c'est Tiga Cheikh Sawadogo du
du média en ligne, le Faso.net, qui est reparti avec le gros lot, le Super Galian, avec des reportages sur la situation sécuritaire dans la région du Sahel. Ambiance et images, on regarde. À la 23e édition des prix Galion, c'était lui la vedette. Tel un ouragan, Cheikh Tiga Sawadogo a tout raflé sur son passage. Prix du meilleur reportage en catégorie presse en ligne. Et pour boucler la boucle, il s'empare du trophée du Super Galion avec ses 2 reportages traitant de l'insécurité dans le Sahel et le nord du pays. Comme récompense, il repart avec la cagnotte de 3 millions de francs CFA du président du Faso, une villa de 20 millions de francs CFA offerte par la société immobilière PNBH. Une consécration pour ce jeune journaliste du média en ligne le Faso.net qui, au-delà des récompenses, a voulu dans ses écrits interpeller l'opinion nationale à ne pas oublier les populations de ces zones en proie à l'insécurité. Et en ces temps précis, j'ai une pensée très spéciale pour ces populations de ces zones déclarées rouges, de ces zones à risque, notamment Djibo et également Titao. Ce sont des zones où je me suis rendu pour faire ces reportages. Donc j'ai une pensée spéciale pour les populations qui y habitent. J'ai une pensée spéciale aussi pour la mémoire du défunt maire de Djibo, qui a accepté de me parler à l'époque. Ce n'était pas simple, il a accepté de me parler et quelques mois après, il a été assassiné. J'ai une pensée pour sa mémoire et je prie Dieu que son âme repose en paix. Ce prix, bien entendu, c'est une invite à mieux faire. Sur le tableau des lauréats de ces prix Galion, il faut aussi compter avec la télévision BF1 qui inscrit son nom en lettres d'or au palmarès de l'édition 2020. Kwame Hervé Dapa, journaliste présentateur, monte sur la plus haute marche dans la catégorie présentation en télévision. Une première pour la chaîne au cœur de nos défis. Oui, c'est vrai que c'est le tout premier prix de la télévision BF1. Mais bon, comme on le dit, peut-être l'appétit vient en mangeant. Peut-être que les prochaines fois, on va pouvoir encore glaner des prix. Mais je voudrais saisir cette occasion pour dire merci, un grand merci à toute l'équipe de fabrication du journal télévisé de BF1. Vous savez, nous, les présentateurs, nous ne sommes que la face visible de l'iceberg. Derrière, il y a un grand travail qui se fait. Et il faut dire merci à tout ce monde-là. Je pense notamment à l'équipe de réalisation du journal télévisé de BF1 et tous ses associés, ses collaborateurs, l'ingénieur de son, de lumière, la synthé, qui font un travail extraordinaire chaque jour à la même heure, à 19h30 ou bien à 13h, pour nous montrer notre meilleur jour. Je voudrais aussi remercier la rédaction de BF1, toute l'équipe de rédaction, avec des jeunes journalistes déterminés à bien faire leur travail, avec à sa tête le rédacteur en chef Aubin Guébré et son adjointe Caroline Mioda, qui font un très bon boulot. Et c'est à tout ce monde-là que je voudrais dédier ce prix-là. À cette 23e édition des prix Galion, ce sont au total 19 prix officiels et 7 prix spéciaux qui ont été décernés. Des trophées majoritairement remportés par les médias publics. Le ministre en charge de la communication félicite les lauréats tout en invitant l'ensemble des journalistes burkinabés à faire de la recherche et de l'excellence leur leitmotiv. Il y a une qualité qui se dégage, notamment au niveau des médias de service public. Je pense que la presse privée doit en prendre graine parce que le buzz n'est pas forcément la solution. Il y a des pratiques journalistiques à respecter, il y a des modèles et des clés à mettre en œuvre. Je pense que c'est important. Le fait également qu'un journaliste du Faso.net soit le Super Galian est intéressant parce que ça montre que même dans ces médias de service privé qui parfois n'ont pas les capacités techniques de la RTB ou de Sidoa, il y a des talents et il faut juste permettre à ce qu'ils s'épanouissent et s'expriment. Pour cette édition, ce sont 189 candidatures qui ont été enregistrées, soit une augmentation de plus de 12% de taux de participation par rapport à l'édition 2019. Le jury, quant à lui, invite les responsables de presse à offrir des possibilités d'une formation continue à leurs journalistes, car nombre d'entre eux peinent toujours à maîtriser les genres journalistiques, selon le jury. Et voilà, c'est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci encore de votre fidélité renouvelée et puis bon début de semaine. Au revoir.